Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Juste après on fait quoi. Alors on est ravis de vous retrouver, surtout que ce soir on a beaucoup d'inscrits, on a 95 inscrits, donc on retrouve, on n'est pas loin du record du premier live qu'on avait fait en avril au moment du premier confinement. On voit qu'il y a des personnes connues qui nous suivent depuis le début. Bonjour à Anne, bonjour à Lydie, bonjour à Olivier, bonjour à tout le monde qu'on connaît et bonjour à toutes les personnes qu'on ne connaît pas aussi. Pour me présenter, je suis Audrey Arnaud et je travaille sur les sujets d'économie circulaire. Et pourquoi on a lancé Juste après on fait quoi? Juste après on fait quoi? On l'a lancé à partir du confinement, donc de mars 2020, avec pour ambition de donner la parole aux entreprises qui sont déjà dans le monde de demain, ces fameuses entreprises qui nous montrent qu'on peut réconcilier la notion de rentabilité économique avec le fait d'avoir un impact sur son environnement limité ou même positif. Donc pour ce soir, on est ravis de recevoir Alpina Savoie, puisque c'est un profil d'entreprise qui a dû transformer son modèle. Et on sait que c'est quelque chose qui vous intéressait, de comprendre comment une entreprise transforme son modèle, comment elle s'y prend, comment elle réduit son impact et surtout quel impact cela a sur son niveau de rentabilité, sur son business. Donc on va découvrir tout ça ce soir et on espère que ça va pouvoir vous inspirer. Et avec nous ce soir pour animer ce live, on a Christelle Gonidec. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey, bonsoir à tous. Quelques mots pour me présenter brièvement. Du coup, Christelle Gonidec, je dirige InnovRH. En gros, j'accompagne des entreprises à placer l'humain au cœur de la transformation de leur entreprise. Concrètement, ça signifie un volet sur l'identité de l'entreprise, ses visions, ses valeurs, sa mission, ses engagements, sa marque employeur. Un volet sur l'innovation managériale, où on va créer l'organisation de travail qui correspond aux engagements pris. Et puis un dernier volet sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, où on va engager les collaborateurs et les entreprises dans cette transition sociale, sociétale et environnementale. Et ce soir, du coup, on a un très bel exemple d'une entreprise savoyarde qui s'est transformée. Et je vais avoir le plaisir d'interviewer Jean-Philippe Lefrançois, directeur général d'Alpina Savoie. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Christelle. Alors peut-être je vous donne les règles de fonctionnement très rapidement. Moi, je vais être la copilote de Christelle ce soir. Donc c'est moi qui vais me charger de remonter les questions que vous pourrez vouloir poser à Jean-Philippe tout au long de la conférence. Donc pour ce faire, vous avez un petit onglet en bas qui s'appelle questions et réponses. Donc on vous invite évidemment à poser vos questions plutôt dans l'onglet questions et réponses. Le chat est plutôt réservé pour pouvoir échanger entre vous sur des commentaires que vous voudriez faire. Donc questions-réponses, et moi soit je pose la question directement auprès de Jean-Philippe si ça s'y prête, et si ce n'est pas le cas, on le garde pour avoir une séquence de questions-réponses à la fin. On est très nombreux ce soir, donc on espère qu'il y aura beaucoup d'interactions. Et dans tous les cas, on s'est engagé avec Jean-Philippe à le libérer à 19h30. Donc, on a 1 heure de live tous ensemble. Peut-être pour finir cette conclusion, on aime bien savoir qui est-ce qu'on a avec nous. Donc, on a 7 porteurs de projets qui veulent changer le monde, 2 chefs d'entreprise, 2 salariés, 9 consultants, 13 étudiants. J'ai vu que l'invitation avait dû circuler dans les réseaux étudiants, et on a 11 curieux que la thématique intéresse, et ça continue d'augmenter. Alors, on a 18% de personnes qui ne connaissent pas la marque Alpina Savoie, 22% qui connaissent de nom, mais qui n'ont pas eu encore l'occasion de goûter les produits. On a 40% de consommateurs réguliers, donc on va avoir quelques Savoyards dans le coin. Et puis, on a 20% pour qui les crozets, c'est toute leur vie. Je fais partie de cette dernière catégorie. Bon, tout d'abord, un grand merci, en tout cas Jean-Philippe, pour vous rendre disponible dans cette période de confinement bis. On imagine très bien que vous devez tourner à plein régime parce qu'on sait ce que ça a été la ruée vers les pattes pendant le premier confinement. Donc voilà, un grand merci pour être parmi nous ce soir. Et du coup, pour commencer, on aimerait bien que vous puissiez vous présenter en quelques mots votre parcours et puis ce qui vous a conduit à prendre la direction d'Alpina Savoie. Oui, donc moi Jean-Philippe Lefrançois, je suis directeur général Alpina Savoie depuis 2013, donc ça va faire 8 ans maintenant. Je suis originaire de Seine-Maritime et j'ai toujours exercé mon activité professionnelle dans l'agroalimentaire. J'ai une formation de comptable à la base et j'ai
fait une formation agroalimentaire en formation continue, donc en alternance ou en formation continue. J'ai passé un BTS et j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai terminé par une formation chez HEC dernièrement pour toujours chercher à me donner les moyens de pouvoir évoluer, d'avoir les connaissances par rapport aux missions qui me seraient confiées professionnellement. Donc Alpina Savoie, ce n'était pas une entreprise que je connaissais particulièrement, puisque dans le nord, on va dire, de la France, on mange des creusets, mais uniquement quand on vient en Savoie. Donc j'ai eu la chance de découvrir cette belle entreprise patrimoniale de la région, extrêmement connue, et en même temps avec sa belle histoire. Donc il y a eu une véritable rencontre à la fois avec l'entreprise et cette magnifique région de Chambéry et de Savoie en particulier. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur Alpina Savoie? Combien c'est de collaborateurs, le profil type de cette entreprise? Alors, Alpina Savoie, déjà, c'est une entreprise historique plus que centenaire. Elle fait partie des rares entreprises plus que centenaires. Elle a été créée en 1844 à Chambéry, avec à l'origine donc un créateur qui s'appelait Antoine Chéron. Il faut savoir que le 6e descendant de cette famille est toujours à la tête du moulin et il s'appelle également aussi Antoine Chéron. Donc ça, c'est aussi une belle histoire pour l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 145 salariés. Nous avons un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros et nous produisons à peu près 30 000 tonnes de produits finis, essentiellement des produits fabriqués à base de blé dur, des pâtes, du couscous. Et c'est ce qui a fait toute notre histoire, c'est cette relation étroite entre le métier de la meunerie et le métier de la transformation de la pâte, puisque en Savoie, et moi je l'ai appris en arrivant ici, il y a un lien important avec l'Italie notamment, puisque la Savoie est devenue française à partir de 1860. Et aujourd'hui, on a perpétué un savoir-faire traditionnel pastier qui est issu du savoir-faire italien, parce que justement, on a une population importante qui avait migré en Savoie et nous, de par notre savoir-faire meunier, on a acquis petit à petit ce savoir-faire pastier. Et aujourd'hui, on utilise toujours les processus traditionnels de transformation, puisqu'on est en moule bronze et séchage basse température, qui ne sont pas obligatoirement des processus industriels, mais plutôt des processus traditionnels, voire artisanaux. Je comprends. Donc aujourd'hui, on voit. Excusez-moi, allez-y. Allez-y, je vous en prie. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, on a 145 collaborateurs. On est premier fabricant de pâtes bio d'origine française. Ça, c'est important, c'est ce qui nous caractérise. On est troisième fabricant de couscous. Alors, on n'est pas très connu dans ce domaine, mais on fabrique quasi exclusivement du couscous pour des industriels comme Martinet et Bonduelle. Et on est le quatrième fabricant français de pâtes. Alors, derrière les grands majors, puisque vous allez retrouver des gens comme Panzani, Luce Ducru qui vont être devant nous et d'autres producteurs que sont les Alsaciens. Donc, on n'est pas un acteur majeur, mais on est un acteur un peu connu. On défend depuis longtemps la création de filières françaises. On utilise uniquement des blés français et on est à l'initiative du développement et de la création de la filière de blé dur bio français, puisqu'on a créé il y a une vingtaine d'années avec un partenaire en Camargue, producteur en Camargue, un partenaire producteur en Occitanie. On a créé la première filière de blé dur qui était de quelques centaines de tonnes à l'origine, il y a 20 ans, dans des conditions un petit peu compliquées de production. Et aujourd'hui, on est autour de 6 000 tonnes de production avec un objectif à 3 ans de 10 000 tonnes, avec le soutien de l'agence bio, le soutien de l'INRA sur le développement de cette filière. Et on cherche aujourd'hui à recruter des producteurs sur la vallée du Rhône, puisque c'est principalement notre zone de récolte. Et notre objectif étant de continuer à développer en partenariat avec ces agriculteurs éventuellement d'autres productions, puisque après avoir travaillé longtemps du blé dur, aujourd'hui, on regarde pour éventuellement commercialiser d'autres produits issus de leur production, comme le riz, notamment sur la Camargue. Parfait, merci pour cette belle présentation. Si mes informations sont bonnes, vous êtes arrivé en 2013 et vous avez du coup trouvé une entreprise assez traditionnelle, en tout cas un fonctionnement d'usine avec des chefs d'atelier. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là en fait? Alors moi, quand je suis arrivé, il faut savoir que la société était en pleine période de sauvegarde, puisqu'on a eu des grosses difficultés financières en 2008, avec un rachat qui s'était fait en 2009 par un groupe qui s'appelle Galapagos, et qui est dirigé par M. Christian Taccard.
Et sans l'intervention de M. Takar, je pense que l'entreprise aujourd'hui n'existerait plus. Et donc l'objectif qui m'a été donné quand je suis arrivé, c'est de repartir sur des fondamentaux différents, ceux qui ont fait le groupe Galapagos, c'est-à-dire de mettre en avant des productions traditionnelles françaises avec un objectif de travailler sur l'amélioration de la performance économique et notamment de travailler sur des produits à valeur ajoutée. Pour ce faire, moi, j'ai pris le temps de comprendre un petit peu quelle était l'entreprise. Je venais pas de ce secteur d'activité, même si j'avais toujours travaillé dans l'agroalimentaire. J'ai essayé de comprendre ce qu'était l'entreprise avec ce gros et fort patrimoine et cette, on va dire, cette histoire familiale, donc avec un management très paternaliste et puis une vision assez centralisée du développement de l'entreprise. Donc moi, quand je suis arrivé, et j'ai discuté avec le président pour lui expliquer que les mêmes méthodes donnant les mêmes résultats, il fallait absolument changer notre structure, nos méthodes et notre façon de travailler. Et la première chose qu'on a fait pendant 3 ans, on a travaillé à redonner des fondamentaux, à remettre en place donc une organisation dans l'entreprise pour la remettre en mouvement, lui redonner de la dynamique. Et notamment, on a travaillé beaucoup dans les unités de production pour passer d'une structure à 5 niveaux hiérarchiques vers une structure à 3 niveaux hiérarchiques. Donc moi, les responsables de service et les opérateurs. L'objectif étant de ramener de la confiance et en même temps de la réactivité par rapport principalement à la mise en place d'outils d'amélioration continue. Puisque pour faire évoluer et redonner de l'activité à l'entreprise, en tout cas de la performance, il fallait faire évoluer les choses. Donc, l'idée étant que les services transversaux soient au service des 2 structures qui étaient les plus importantes à mes yeux, c'était donc la production et l'activité commerciale, puisque nous, on avait aussi une force de vente. Et donc, l'objectif a été de donner les moyens à la fois aux chaînes de production et à la fois aux commerciaux terrain de pouvoir redonner de la performance à l'entreprise. Et en même temps, de structurer un certain nombre de services, puisqu'on a travaillé beaucoup aussi sur la logistique qui était externalisée à l'époque. Donc, vraiment, le moteur de tout ça, ça a été de faire participer l'ensemble des acteurs de l'entreprise au projet. Donc, il a fallu… il y a toujours la fameuse gestion du changement, qui est toujours un peu compliquée avec des formes de résistance. Mais l'avantage, c'est qu'on est dans une situation compliquée, économiquement difficile, socialement difficile. J'ai eu la chance de pouvoir redonner une vision et une bouffée d'oxygène à l'ensemble de l'équipe. C'est comme ça qu'ils me l'ont exprimé après, avec un partage. Et un partage jusqu'aux opérationnels de ce qu'on allait faire demain et de pouvoir justement leur donner du sens à l'intérêt de ce qui était en train de changer dans l'entreprise. Parce que changer pour changer, ça n'a aucun mérite, mais changer pour donner de l'espoir, c'est ce qui donne envie au départ. Et l'objectif étant aussi de capitaliser sur les premières réussites. Et dans les premières réussites, il y avait des problématiques notamment de taux de service qui étaient extrêmement pénalisants pour l'entreprise et qui était un facteur de blocage aussi pour les développements commerciaux. Tout à fait. Alors, j'entends ce fil conducteur, du coup, quand vous parliez amélioration continue, mobiliser les collaborateurs autour de cette mission. Concrètement, c'est quoi votre mission aujourd'hui? C'est quoi les engagements que vous avez pris? Pardon. Les engagements sont assez communs quand on est comme ça dans des entreprises comme la nôtre sur des petites structures. L'objectif déjà, c'est le respect, la considération et le sens qu'on donne aussi à l'activité. On est une toute petite structure, on se connaît tous. Moi aujourd'hui, je connais l'ensemble des salariés d'entreprise, je connais leur prénom, leur histoire et ils connaissent la mienne. L'avantage de tout ça, c'est que on communique beaucoup. Alors moi, je suis assez transparent avec l'ensemble des collaborateurs. Dès le début, je leur ai donné ce qui étaient nos objectifs de budget, nos objectifs de résultats, nos objectifs de contribution, parce que pour moi, c'est important qu'ils sachent pourquoi on travaille et pour qui on travaille. Il faut être honnête aussi avec eux. Et on a mis en place en même temps des outils d'intéressement et de participation pour qu'aussi ils aient un retour sur leur investissement et leur engagement dans l'entreprise. Donc, notre objectif, ça a été d'expliquer que
en tant qu'acteur de la première et deuxième transformation, on avait l'immense chance de pouvoir travailler en direct avec les agriculteurs français. Et notre engagement, c'était d'abord de travailler sur des filières françaises durables et équitables. Ça, c'est une façon d'expliquer que on veut arriver avec une autre proposition sur le marché qui puisse correspondre à des engagements de consommateurs. Et le consommateur, lui, va exprimer des besoins, des envies. Alors, des fois, il les exprime, des fois, il ne les exprime pas. Hein. Il faut aussi essayer de comprendre ce qu'il n'exprime pas. Et nous, transformateurs, on se doit justement de pouvoir lui proposer. Donc, on doit agir pour que ces besoins et ces attentes soient confirmés. À partir du moment où elles correspondent à notre engagement et aussi à notre façon d'imaginer ce que peut être la mission, même si on n'a pas une entreprise à mission, ce que peut être la mission de l'entreprise. Et derrière tout ça, il y a besoin, pour bien fonctionner, de voir un petit peu comment on peut s'engager ensemble. Donc, c'est vrai qu'on a déjà une forte valeur sur le respect des uns et des autres. Un point important aussi pour nous, c'est la qualité. On est dans l'agroalimentaire, on est là pour nourrir et il est extrêmement important de se dire tous les jours est-ce que je donnerais à manger à mes enfants ce que je fabrique? Déjà, c'est une vraie première question. Est-ce que je suis confiant et rassuré par ce que je fais au quotidien? Euh, Ensuite, on se sent responsable puisque notre objectif, quand on parle de nos engagements, c'est de voir un petit peu dans l'ensemble de la filière quels sont les engagements sur lesquels on peut nous agir par rapport à notre vision. Et quand on parle d'engagement sur le durable, donc l'agriculture durable, l'alimentation durable, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a comme conséquence dans l'ensemble de nos engagements, donc dans nos relations avec nos clients, dans nos relations avec nos fournisseurs, dans nos relations avec nos salariés. Et ça, c'est clair, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a cette responsabilité qui peut être sociale, sociétale ou autre quand on parle de RSE, mais cette responsabilité par rapport aux engagements et donc par rapport à ce qu'on a annoncé au départ comme étant la vision, la mission de l'entreprise et vis-à-vis notamment de nos salariés. Un point important quand on est une PME, c'est aussi l'innovation. Il faut aussi qu'on soit force de proposition, c'est capital. Donc, on ne peut pas être suiveur. À notre niveau, en tout cas, c'était important par rapport à notre marché et d'où on vient. Et on ne peut pas être suiveur par rapport à nos clients, mais on ne peut pas être suiveur par rapport aux consommateurs. Un des points importants dans nos métiers, c'est que nous, on ne travaille pas pour le client direct. Enfin, on ne travaille pas pour le consommateur, pardon, direct, on travaille pour le client. Mais notre objectif, c'est d'amener aux clients des réponses qui peuvent correspondre et qui peuvent aller toucher notre consommateur. Et la base vraiment de notre métier, c'est de comprendre ce qu'attend le consommateur pour proposer au client une offre qui correspond à l'attente du consommateur. Et un autre point qui est important pour nous, donc c'est cette vision solidaire. On parle d'économie solidaire, hein, mais de solidarité aussi globalement. C'est notre engagement par rapport à la filière, par rapport à la région, par rapport à la commune, par rapport à nos salariés, par rapport à nos fournisseurs et nos clients. Donc c'est important pour nous de montrer qu'on est un ensemble et qu'on appelle filière, nous, aujourd'hui, mais qu'on fait partie de cet ensemble. On a un rôle à jouer, comme tout le monde, et que notre objectif, c'est le partage, et le partage notamment des marges, hein, si on parle de façon économique, une meilleure répartition des marges pour qu'on participe à la construction de filières qui soient durables dans le sens où elles durent dans le temps et que tout le monde y trouve du sens et y trouve sa place. Donc, dans notre vision, dans la stratégie qu'on a développée, à chaque fois, on a essayé de mettre l'accent sur ces valeurs, sur ces piliers qui nous permettent à la fois de mobiliser les acteurs de l'entreprise, à la fois d'être reconnus par nos clients, hein, puisque c'est ces valeurs-là aussi qu'ils vont chercher dans une PME, mais en même temps de pouvoir faire des partenariats forts avec nos fournisseurs. Et ça, c'est indispensable par rapport à notre niveau d'exigence et aux engagements qu'on prend. Alors Jean-Philippe, on a une première question de Cécile. Bonjour à Cécile, qui fait le lien avec tout ce que vous avez dit en termes d'engagement collaborateur et le fait que vous les avez embarqués dans l'aventure que vous aviez à mener pour transformer Alpina Savoie et qui demande du coup quels sont les principaux changements que vous avez observés dans l'entreprise après la mise en place de cette charte éthique. D'abord, bonjour Cécile, hein, merci pour la question. Alors,
le principal changement, je veux dire, je vais essayer de donner une image, c'est que quand je suis arrivé, j'ai eu des recrutements à faire et c'était extrêmement difficile de recruter pour Alpina. On avait beaucoup de mal à attirer les talents. Et dernièrement, on a eu à recruter quelques postes. Et lorsqu'on a lancé le recrutement, quand les gens venaient chez nous, contrairement à ce qu'on avait au tout début, il y a 8 ans quand je suis arrivé, c'est pas nous qui devions séduire le candidat et qui devions lui donner de l'intérêt, c'est lui qui venait en disant, voilà, moi, Alpina, ça m'attire, j'ai envie, ce que vous représentez, voilà, vos valeurs aujourd'hui, ce que vous portez, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de m'engager avec vous. Donc, pour moi, ce qui a le plus changé, c'est ça, c'est que cette transformation dans la vision de ce qu'on est par rapport à l'extérieur et aux candidats, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est vraiment l'ensemble des collaborateurs qui ont porté cette image et la communication et en même temps eux comment ils le vivent et comment ils l'expriment. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence, c'est d'avoir partagé, d'avoir donné la lecture ouverte de notre projet et de comment ça avait avancé. Et donc, du coup, aussi d'avoir permis aux salariés d'avoir un retour. Hein. J'ai parlé d'intéressement de participation, mais on parle aussi d'évolution interne, de formation, d'employabilité, hein, pour ceux qui n'ont pas obligatoirement vocation à faire toute leur carrière chez nous. C'est aussi ce qui a changé l'image de l'entreprise en interne, mais aussi en externe. Donc, très clairement, le mode de management qui est pas, j'ai rien de révolutionnaire, hein, j'ai simplement appliqué des méthodes simples qui s'appliquent facilement dans une PME, il ne faut pas se tromper non plus, et la confiance. Et la confiance que j'avais dans l'ensemble des collaborateurs. Alors, moi aussi, j'ai un point un peu particulier, c'est que j'ai commencé ma carrière il y a 35 ans, un peu plus de 35 ans maintenant, comme ouvrier maraîcher. Donc, j'ai évolué dans tous les échelons d'entreprise, des entreprises agroalimentaires. Donc, ça me permet de pouvoir parler avec l'ensemble des acteurs et j'ai exercé quasiment tous les métiers. Et ça me permet d'avoir beaucoup de respect par rapport au travail des uns et des autres et de comprendre justement l'ensemble des salariés. Donc, je pense que ça aussi, ça me permet voilà, de pouvoir entendre, écouter et en même temps laisser aussi, donner les moyens en tout cas à l'ensemble de mes collègues, qui soient dans les ateliers, dans la maintenance, dans le marketing, dans le commerce, dans la finance, dans les RH, de pouvoir communiquer de façon ouverte et avec l'ensemble des niveaux hiérarchiques, puisque j'ai un respect profond pour l'ensemble des niveaux, puisque moi-même ayant été à tous les niveaux, je peux savoir ce qu'on pense et ce qu'on attend de moi. Là, j'essaie de ne pas l'oublier, de me le rappeler régulièrement. Et ça, je pense que voilà, cette reconnaissance qu'on peut avoir les uns avec les autres est importante, parce que c'est ce que j'attends aussi de mes responsables. Même si on a écrasé les niveaux hiérarchiques, la responsabilité d'un responsable reste aussi d'appliquer les règles, hein, et de faire ce qu'on dit et de ne pas faire l'inverse. Et l'objectif est que chacun reste dans ce modèle, quoi, bien entendu. Merci Ça, Jean-Philippe. c'est mon engagement. On sent bien que les valeurs ressortent, les engagements pris ressortent et du coup posent les prémices de la stratégie de différenciation. Du coup, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus en détail sur finalement la filière locale, durable, la biodiversité. Vraiment, comment vous avez construit cette stratégie de différenciation aujourd'hui ? Alors, on l'a construite déjà parce qu'elle était nécessaire. Si on ne se différenciait pas, on n'existait plus. Très clairement, aujourd'hui, on est sur des marchés où il y a un taux de pénétration énorme. Il y a très peu de potentiel de développement aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut qu'on crée quelque chose de nouveau pour exister. Et en plus, notre objectif étant de créer de la valeur ajoutée. Donc, pour créer de la valeur ajoutée, première chose qu'on a fait, c'est déjà de comprendre quelles étaient nos forces, quelles étaient aussi nos faiblesses et sur quoi on pouvait créer cette valeur ajoutée. Quels étaient nos facteurs concurrentiels. Donc, un point important, c'est que l'entreprise dispose d'un moulin depuis toujours et on est un des 5 derniers moulins de blé dur français. On est, après Panzani et Lustucru, les seuls à avoir un moulin. Et on a eu la chance d'avoir aussi un partenariat qui a été créé depuis plus de 25 ans, 30 ans maintenant sur les filières conventionnelles, un partenariat avec des agriculteurs. Et donc, on a créé depuis 25 ans des filières à l'origine qui étaient basées sur une agriculture raisonnée et toujours avec des contrats pluriannuels et cette vision de relations équitables avec l'agriculteur. Et donc, ces axes ont été pour nous des facteurs clés de succès pour développer notre différenciation, c'est-à-dire de nous engager sur ces filières et de créer une filière conventionnelle qui soit… Alors, on ne travaille que du produit français, hein, très clairement.
On est sur du zéro résidu de pesticides quand on est sur du conventionnel, donc on est allé plus loin encore dans l'agriculture, puisqu'on est sur une agriculture durable, mais avec un engagement de résultat, ça c'est important. Et on a créé donc des relations de marché avec un contrat pluriannuel et des prix qui sont décorrélés du marché, mais on n'a pas fixé une prime en disant voilà, on vous donne 10 euros ou 5 euros de plus. On a travaillé avec les chambres d'agriculture, on a travaillé avec les organismes stockeurs, les coopératives et les agriculteurs, donc indirectement de ces associations d'agriculteurs, pour déterminer quel était le prix de revient moyen de leur production et quel était le prix attendu pour qu'ils puissent se rémunérer sur cette production. Et donc, le point important, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur ces filières et qu'on a regardé ce que nos agriculteurs étaient capables de faire, on ne leur a pas dit voilà ce qu'on veut. On est allé les voir, on leur dit voilà qu'est-ce que vous pouvez faire. Et cette filière conventionnelle zéro résidu de pesticides, elle vient de notre capacité à faire des produits baby food, donc des alimentations pour bébés qui nécessitent ce cahier des charges. Et on est allé encore un peu plus loin sur le bio, puisque notre filière bio, qui a été créée une petite dizaine d'années après la filière conventionnelle, lorsque moi je suis arrivé, je suis allé rencontrer les agriculteurs pour comprendre les filières, hein, parce qu'on ne devine pas ce qu'est une filière de production de céréales. L'agriculteur bio m'a expliqué qu'il faisait lui du bio sans utilisation de pesticides, parce qu'il produisait du riz et que dans son assolement et dans sa façon de produire, il n'y avait pas de pesticides, même bio. Alors, même si dans le bio on utilise très peu de pesticides, on en utilise quelques-uns parfois. Et je n'ouvrirai pas la porte à la polémique, hein, c'est un autre sujet. Et donc, on s'est dit, mais comment on peut valoriser ce travail qui est assez exceptionnel, puisque le Graal pour nous, quand on dit est-ce qu'on donnera à manger à nos enfants ce qu'on produit, c'est dire, voilà, on veut le meilleur à nos enfants. Et aujourd'hui, de dire, voilà, je vais faire des produits bio sans utilisation de pesticides, donc sans résidus, c'est un peu le Graal. Et donc, on s'est dit, on peut le faire. Alors, il en produisait peu au départ, hein, très clairement, mais donc on l'a accompagné, on a aussi mis une rémunération qui pouvait l'aider, lui, à aller trouver des producteurs, à mettre en place ses cahiers des charges. Et donc, nos objectifs ont été concrétisés et ça nous a permis de créer une nouvelle gamme qu'on a appelée donc les pâtes bio de France. Donc, on a clairement affiché notre engagement. Et c'est ce qui nous a permis, ces deux filières, nous ont permis d'amener une offre complètement différenciante par rapport à la concurrence, qui était, elle, encore à l'époque, puisque ça, je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, hein, quand on a démarré les démarches avec la filière de production pour aller vers le zéro résidu de pesticides, et comment on a commercialisé nos concurrents avec des blés du Canada, avec des blés espagnols ou autres. On n'entendait pas du tout parler de zéro résidu de pesticides. Et donc, nous, pour aller plus loin et encore pour nous différencier, on a travaillé aussi sur l'emballage, puisqu'on a voulu un emballage entièrement recyclable. Donc, on a travaillé sur un emballage éco-conçu. L'objectif étant pour nous, à la fois d'avoir un produit qui soit responsable dans sa production, mais aussi jusqu'à sa consommation. Et on a fait valoir notre savoir-faire à travers l'utilisation de moules bronze et séchage basse température. Et cette offre-là est arrivée un petit peu avant l'expression des consommateurs sur le besoin de manger français, responsable et équitable. Et on a trouvé écho, parce que quelque part, on a répondu à un besoin qui n'était pas encore tout à fait exprimé, en tout cas sur toutes ces valeurs. On a trouvé écho auprès de la distribution, qui commençait à voir qu'il y avait un certain nombre de consommateurs engagés. Et je ne vous cache pas que depuis le confinement et depuis l'évolution de la crise sanitaire, on répond à un grand nombre d'attentes et des attentes qui se sont renforcées. Et alors, Jean-Philippe, force est de constater que… Oui. On a une question justement sur les consommateurs, je me permets de vous interrompre du coup, de Nadège qui dit comment est-ce que vous avez communiqué sur ces changements auprès des consommateurs? Alors Nadège, là on n'est pas très bon, on n'est pas des grands communicants, on ne sait pas très très bien communiquer, on a essayé d'être un peu malin, on a utilisé les réseaux sociaux, on a utilisé nos packs, on n'a pas été géniaux non plus sur nos packs, donc on a fait des petites erreurs parce qu'on est une PME, on n'a pas de gros budget, hein, ceci dit, on a quand même trouvé notre clientèle et nos consommateurs. Alors, nous, on était déjà un peu gênés au départ par rapport à la disponibilité de la matière, parce que c'est un engagement fort. La matière, elle n'était pas disponible de façon standard sur le marché. Donc, très clairement, c'est les réseaux sociaux qui nous ont aidés, et puis les outils de promotion commerciaux, hein, donc les animations magasins, les animations de nos forces de vente, la mise en avant dans les drives, par exemple, avec des bannières. Enfin, voilà, on a essayé d'être un peu malin sans utiliser de la pub traditionnelle. Hein. Et puis, en même temps, on a profité d'aller tenter
on va dire, des concours ou de se faire reconnaître comme étant, remportant des prix sur les entrepreneurs plus engagés, des prix sur les entreprises durables. Essayer de trouver ou alors dans des salons, par exemple, d'essayer de gagner le prix d'innovation pour essayer de se faire connaître à la fois du public et des distributeurs. Donc, c'est pas là où on a été le plus brillant, hein, très clairement aujourd'hui. On apprend encore tous les jours. Mais en même temps, ça nous permet de gérer notre croissance par rapport à la disponibilité matière. Mais aussi, il faut savoir qu'on s'auto-limite dans notre croissance parce que comme on est sur des produits à valeur ajoutée, des produits assez chers, on rémunère l'ensemble de la filière. On ne peut pas non plus toucher l'ensemble des consommateurs. On a conscience que le prix peut être un frein. Et en même temps, nos capacités industrielles ne nous permettent pas de devenir un acteur majeur de la filière pâte en France. Maintenant, on est aussi objectif. On sait très bien que si ce qu'on fabrique plaît aux consommateurs, il y a des plus gros fabricants, des plus gros intervenants qui vont aussi faire la même chose que nous. On leur laissera la place. À nous, on a prouvé que c'était possible, on a prouvé que ça existait par rapport à nos engagements, mais on n'a pas vocation à être demain leader de marché ou co-leader de marché. Aujourd'hui, on représente 2,7% de part de marché. Demain, si on en représente 5, c'est le maximum qu'on puisse faire et on ne pourra pas assumer plus si ce n'est pas notre rôle. Parce qu'après, les coûts de distribution, les lois du marché deviennent extrêmement compliqués pour nous et on ne pourra pas les assumer. Donc voilà, on est dans notre univers, on communique comme on peut, on essaie d'être malin, on touche les gens les plus engagés parce que c'est ceux qui recherchent le plus et qui cherchent le plus d'informations. Et pour l'instant, on réussit à trouver notre consommateur et à trouver un équilibre entre notre capacité et la consommation. Très bien. Alors, je sais que vous êtes aussi très présent sur la restauration collective pour les collectivités territoriales et que vous avez développé un produit que vous appelez les astucieuses. Comment vous est venue cette idée? Enfin, voilà, si vous pouvez nous en dire quelques mots sur ça. Alors, tout comme on avait une histoire avec la filière, on avait une histoire aussi avec la technologie, la technicité, puisque François Chiron, qui est le père d'Antoine, qui était le dernier président de la famille Chiron à la tête de l'entreprise, était un technologue. C'est quelqu'un qui adorait la technique, il avait inventé des processus, il avait inventé des méthodes de travail. Et ces outils nous ont permis de pouvoir développer des nouvelles technologies qui pouvaient répondre aux attentes des utilisateurs de la RHD, puisque là, on n'est pas sur des consommateurs. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, et ça, c'est un point important, c'est que l'utilisateur de la RHD a d'autres attentes que uniquement la qualité produit. La qualité produit est importante, bien sûr, mais il y a ce qu'on peut lui amener comme aide à la mise en place, à la mise en avant de ces produits et comment on peut générer des économies en termes d'utilisation. Et cette gamme astucieuse, en fait, a répondu à plusieurs critères. Le premier, c'est la facilité de mise en œuvre, puisque c'est des pâtes qui sont simplement réhydratables à froid, c'est-à-dire qu'on met de l'eau, un bouillon, une sauce, on laisse une nuit, le lendemain, les pâtes sont directement prêtes à être utilisées parce qu'elles sont pré-cuites. Donc, l'huile économise toute la mise en œuvre, la cuisson, le refroidissement, puisque dans les collectivités, on travaille souvent en chaîne du froid, c'est-à-dire qu'on fait cuire les choses et on refroidit après. Donc, on économise l'eau, on économise l'énergie, on économise du temps. Et en même temps, cette liaison froide du produit lui permet d'éliminer, de réduire considérablement le gaspillage parce qu'il met en œuvre un produit qui est beaucoup moins sensible au développement bactériologique, beaucoup plus maîtrisé. Donc là, le partenariat s'est fait avec des cuisines centrales. On a travaillé avec des cuisines centrales test et on a développé cette gamme. Et aujourd'hui, la gamme astucieuse des réhydratables à froid, c'est plus de 50% de notre business sur la RHD. Hein. C'est là où on est vraiment reconnu comme différent et c'est ce qui nous permet d'avoir développé des produits phares comme le cœur de blé qui sont des produits assez uniques parce qu'en plus on a développé un petit processus de toastage pour amener encore une différenciation en termes de goût et notamment pour les scolaires et les scolaires de primaire et de collège. Donc là, on est sur une autre vision de notre partenariat avec nos clients et notre autre vision de niche, de ce qu'on peut apporter de différenciant, c'est justement l'écoute et la technique au service de l'utilisateur. Ça, c'est extrêmement important. Et alors, on a Valentine qui pose justement la question de quelle place à l'innovation. Quel est votre taux d'investissement sur ces sujets d'innovation? Alors, aujourd'hui, l'innovation chez nous, alors, c'est
on n'a pas de service R&D structuré comme on peut le voir dans d'autres entreprises. Nous, on travaille en mode projet, c'est-à-dire que quand on est sur des développements, en fait, il y a une demande commerciale ou une demande marketing ou une attente client, puisque là, on est sur du technico-commercial quand on parle de la RHD. On a la même chose sur le B2B. Donc, c'est le commercial qui revient avec une demande client, une attente client ou un positionnement marché attendu. Et là, on travaille avec des gens qui sont spécialisés chez nous, soit dans le processus, hein, on travaille avec notre maître pastier, on travaille avec le meunier, parce qu'on est dans des solutions techniques. On a aussi une structure R&D qui travaille sur des recettes, parce que des fois, on va travailler avec des mélanges ou avec l'incorporation de certains ingrédients. Donc, c'est pluridisciplinaire, notre R&D. Et aujourd'hui, on va dire le budget global accordé à la R&D, si on prend un chiffre d'affaires de 45 millions, aujourd'hui, on a entre les salaires, les rémunérations et le coût, hein, puisqu'on a un petit labo, on a des petites lignes de test. Hein, globalement, on est entre 350 et 400 000 euros d'investissement tous les ans sur le développement. Parce que c'est pour nous extrêmement important d'avoir toujours des solutions en attente et toujours des solutions pour pouvoir justement exister et être différent. Il faut toujours qu'on ait un coup d'avance. Si on n'a pas le coup d'avance, ça ne marche pas. Et quand on parle de R&D chez nous, le développement des filières, la connaissance des filières, l'évolution des filières fait partie de la R&D aussi, puisque c'est aussi une offre d'innovation chez nous. Et là aussi, il y a un coût, il y a une structure. Merci. Alors, on commence bien à percevoir du coup cette stratégie de différenciation pour laquelle vous avez opté. Mais du coup, la question un peu bateau, mais est-ce que c'est une stratégie payante? Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez pareil ou est-ce qu'il y aurait des choses que vous réajusteriez? Et peut-être des chiffres clés pour qu'on se rende compte si c'est une stratégie payante jusqu'à quel prix? Enfin, jusqu'à quel… vous parliez tout à l'heure de 2,7% de part de marché. Voilà, est-ce que vous partez d'où et vous avez encore envie d'aller jusqu'à où? Cécile, effectivement, demandait quel était l'impact sur le business model. Donc, ça rejoint cette question. Ouais. Alors, très clairement, il était vital de sortir de la situation où on était. Moi, quand je suis arrivé il y a 8 ans, l'entreprise était sur des résultats négatifs. Hein. Donc, de toute façon, si on n'était pas soutenu par un groupe familial, on n'existerait plus. Et c'est pour ça que je vous dis que si M. Takar n'avait pas été là, l'entreprise n'aurait pas pu continuer. Et les valeurs qu'il a développées et vraiment le business sur lequel il nous a demandé de nous développer, c'était à partir justement des valeurs du groupe. Et ça correspondait aussi à ce qu'il avait vu dans l'entreprise quand il est arrivé. Donc, qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Très clairement, aujourd'hui, on est passé de 0,8% de part de marché de la pâte à 2,7%. Donc, déjà, il y a quand même une belle croissance. Il y a eu une restauration des marges, puisqu'à l'époque, on était sur des produits qui marchaient peu, qui étaient en fin de vie. Hein, et ceux qui connaissent les négociations avec la grande distribution savent que mécaniquement, tous les ans, de toute façon, on écrase les coûts. Et donc, ça nous a permis de retravailler ces gammes, de redonner de la rentabilité à ces gammes avec une autre approche, une autre valeur que de la discussion uniquement sur les coûts matières premières. Aujourd'hui, l'entreprise va bien, l'entreprise économiquement est viable, on autofinance nos investissements. Il faut savoir qu'on investit entre 1,5 million et 3 millions d'euros par an dans l'entreprise tous les ans. On a intégré donc aujourd'hui d'autres intervenants dans notre capital, puisqu'on est rentré en LBO depuis mars de l'année dernière. L'objectif étant de faire entrer des partenaires financiers qui vont nous permettre de financer notre développement. Notre objectif étant de travailler à la fois sur des leviers de développement internes, hein, sur nos gammes, mais aussi éventuellement externes, hein, puisque ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Alors, notre objectif étant pas d'aller racheter des concurrents dans les pattes et de mettre des dizaines de millions sur la table, hein, mais c'est aussi de favoriser nos développements dans nos filières et dans des outils avec des petits partenaires, mais qui correspondent à nos valeurs et qui correspondent à nos développements de filières. Donc aujourd'hui, en termes de rentabilité, si on va voir un petit peu ce qui se passe sur les analyses financières, on est plutôt dans le haut du panier au niveau de la rentabilité, hein, par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Notre risque aujourd'hui, ce n'est pas la remise en cause de notre rentabilité par rapport à notre niveau de performance, puisque aujourd'hui, tout ce qui a été fait au niveau industriel, tout ce qui a été fait au niveau commercial, nous permet d'atteindre ces objectifs. La difficulté pour nous par rapport à notre taille et par rapport à notre stratégie, c'est d'assurer toujours un développement commercial et de pouvoir
toujours maintenir notre performance industrielle. Donc, cette rentabilité, elle est au service du maintien de l'activité de l'entreprise. Moi, je ne voudrais pas être le DG qui écrit l'épilogue d'Alpina. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être un des éléments de l'histoire d'Alpina. C'est-à-dire, on a contribué, on a participé, et puis l'entreprise continue. C'est ce qui est important pour nous. Et aujourd'hui, le niveau de rentabilité permet justement de se dire que si on gère bien, si on écrit une bonne stratégie, si on a les bons axes de développement, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne continue pas et ne perpétue pas son histoire. Donc, je ne donnerai pas les chiffres précis de la rentabilité, mais sachez que l'entreprise a retrouvé un niveau de rentabilité tout à fait acceptable et qui permet d'assurer sa viabilité dans la durée. Très bien. Alors du coup, on entend bien à chaque fois, vous revenez systématiquement aux valeurs, à qui vous êtes, en tout cas Alpina Savoie. Du coup, je me pose la question sur est-ce que cette stratégie de différenciation a aussi en interne joué un rôle moteur sur l'engagement des collaborateurs? Est-ce que vous avez vu un vrai effet levier sur votre taux de turnover, etc. Enfin voilà, quels ont été les effets bénéfiques ou négatifs, s'il y en a eu, de cette stratégie de différenciation? Alors, il y a la stratégie de différenciation et il y a le mode de management. Nous, aujourd'hui, on est dans un mode de management, ce qu'on appelle stimulant, c'est-à-dire qu'on a écrasé la structure hiérarchique, on travaille en mode projet plutôt qu'en mode compétence, service ou technique. Donc, on mobilise pas mal d'activités, ce qui veut dire que ça fait appel à des personnalités dans l'entreprise où on doit être à la fois être un peu entrepreneur, on doit être assez indépendant, on doit être autonome sans être indépendant, on doit être gestionnaire. Donc, ça appelle pas mal de compétences. On est peu nombreux. Par contre, on essaye d'aller vite. Il faut être agile, il faut être réactif. Donc, il faut se comprendre, il faut se faire confiance. Et tout le monde ne peut pas être à l'aise dans dans ce modèle. Il y a des gens qui aiment bien être cadrés, qui aiment bien être encadrés. Il y a des gens qui sont plutôt indépendants qu'autonomes et donc, du coup, qui sont un peu trop électron-libres. Donc, de toute façon, ça a orienté aussi l'équipe. Donc, il y a eu un turnover, il y a eu un renouvellement important de l'équipe. Alors, pas sur les structures opérationnelles, en production, au niveau commercial, terrain, ça a très peu bougé. Les gens se sont retrouvés rapidement dans ce modèle et au contraire, se sont sentis encore plus investis. Par contre, il y a eu plus de turnover au niveau de l'encadrement intermédiaire, au niveau du comité de direction. Par contre, depuis 3-4 ans, on est sur une situation qui est quand même nettement plus stable. Et à un point, je vais raconter une petite anecdote. Pendant le Covid, il y a eu un certain nombre de sollicitations. Un certain nombre de nos collaborateurs ont été sollicités. Et puis, comme ils étaient un petit peu seuls chez eux, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et on a eu un cadre avec une fonction clé d'entreprise qui est parti. Et on s'est quitté de façon normale. Ça n'a pas été conflictuel. On a compris, on s'est bien expliqué. Et cette personne, au bout de 2 mois, est revenue, puisqu'on a recruté pour remplacer son poste et a postulé pour revenir sur son poste. Donc, quelque part, pour nous, c'était fort, c'était puissant, parce que elle nous a expliqué pourquoi elle revenait, cette personne, et on s'est retrouvés dans toutes nos valeurs. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, ça ne veut pas dire que ça marche comme ça tout le temps. Mais ça veut dire que, mine de rien, quelque part, l'entreprise, dans notre façon de vivre ensemble en collectivité, quand on va voir ailleurs, on se dit que tout compte fait, ça ne va pas tous les jours, hein, c'est pas rose tous les jours, c'est pas le monde des bisounours, mais quelque part, il y a quand même beaucoup de croix, beaucoup de cases qui sont intéressantes à cocher et qui valent le coup de s'investir et de continuer à s'investir. Donc, moi, le vrai changement que j'ai vu, c'est ça, c'est vraiment on a reformé une équipe, l'équipe s'est reformée un peu d'elle-même autour de ça, et aujourd'hui, on est encore plus agile parce que on se comprend vite et encore beaucoup plus vite qu'avant. Et il y a même, aujourd'hui, les gens sont force de proposition. Si je prends l'exemple d'un poste clé comme le maître pastier chez nous, c'était quelqu'un qui avait 45 ans d'ancienneté, qui est parti il y a 3 ans, qui a été remplacé par une jeune ingénieure qui est venue en stage, qui est restée et qui est là depuis 5 ans chez nous. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement moteur, qui est extrêmement source d'enrichissement et de propositions pour nos services commerciaux, que ce soit RHD ou B2B, en termes de solutions techniques. C'est quelqu'un à qui on n'a pas inculqué ça. C'est quelqu'un qui a vécu ça en rentrant dans l'entreprise et qui a compris son rôle et qui est à fond dans ce rôle par rapport à cette mission-là. Donc ça, c'est le vrai changement. C'est l'investissement de chacun et à tous les niveaux. Hein. Ce n'est pas vrai que pour les cadres, c'est vrai aussi pour
pour les opérateurs ou les commerciaux terrain. Moi, je les vois régulièrement et je les rencontre régulièrement, les chefs de secteur, et franchement, il y a une vraie attente et ils sont vraiment extrêmement force de proposition par rapport à ça. Donc, le moteur, c'est vraiment l'âme de l'entreprise et ça, c'est important. Alors, l'heure tourne, donc je sais qu'il y a un certain nombre de questions-réponses avant qu'on laisse un peu de place à cet auditoire qui en demande. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du coup aujourd'hui votre vision du coup dans cette crise. Comment vous en sortez? C'est quoi le monde d'après? Comment on gère ça? Alors, nous, je pense qu'on est assez chanceux déjà parce qu'on vit dans un domaine d'activité où il y a de l'activité, même si tout à l'heure vous avez parlé du boom des pâtes. Je vais corriger un peu deux, trois choses. C'est que oui, on a vendu beaucoup de pâtes en GMS, mais on n'en a plus vendu en RHD, très peu en IA et quasiment plus en export. Donc, on a vraiment recentré notre activité sur la GMS. On ne se plaint pas, hein, ça veut dire que globalement, cet effet nous a permis de tenir nos objectifs et de rester cohérents par rapport à l'analyse financière. Mais ceci dit, on ne va pas faire une année exceptionnelle et on ne va pas sortir avec des résultats déments cette année, mais on va avoir traversé la crise. Et ça, c'est important. Par contre, comment on voit demain? Nous, très clairement, nos moteurs, nos curseurs, nos valeurs, notre positionnement sur le 100% France, le durable, le sain, le qualitatif, et l'engagement, le partenariat, nous mettent vraiment aujourd'hui en position de pouvoir répondre à l'évolution de la demande des consommateurs. Et notamment, si on prend sur la RHD, l'évolution avec la loi Egalim, puisqu'on a un certain nombre, la restauration a des obligations, hein, notamment à utiliser des produits soit avec des SICO, soit labellisés, soit français, soit bio, avec un pourcentage assez important. Et donc, nous, on correspond tout à fait à cette offre-là. Et nous, notre objectif demain, c'est de passer d'un soutien à une agriculture durable à un soutien à une alimentation, en tout cas à une promotion de l'alimentation durable qui intègre à la fois la production, mais aussi l'équilibre global. Puisque nous, on est très engagés depuis le début sur le bio, et dans le bio, on a aussi financé une étude pour montrer l'impact de l'agriculture bio dans l'environnement, hein, pour montrer vraiment tous les bienfaits autour de la biodiversité. Et on voit qu'en 3 ans d'études, on revient comme il y a 40 ans en arrière en termes de population. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de dire comment on peut aller encore plus loin, comment on peut s'engager encore plus. Et l'alimentation durable, pour nous, c'est aussi de montrer qu'on peut avoir un équilibre agroécologique qui permet de nourrir normalement, décemment et avec des produits de qualité, contrairement de nous nourrir, contrairement à ce qu'on peut entendre quand on lui dit qu'il faut de l'agriculture intensive parce que le modèle agricole bio ne permet pas de nourrir toute la planète. Alors nous, on veut essayer de prouver que dans notre microcosme, dans notre organisation, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est ce sur quoi on veut s'engager demain. Alors, tout ça doit se faire aussi avec une vision de rentabilité, on est d'accord, hein, on ne peut pas juste se dire, bah, tiens, je vais faire des essais d'assolement ou de modèle agricole ou de nouvelles recettes. Hein. Il faut aussi que tout ça se fasse dans la durée, dans le temps. Mais notre vision, c'est de dire que vu ce qu'on voit avec la crise sanitaire, avec la crise écologique, avec la crise économique, nous, industriels, nous, en tout cas, acteurs économiques, on se doit de faire bouger les lignes. Si on ne tente pas, et en tout cas, nous, les PME, si on ne tente pas, si on n'essaye pas, qui le fera à notre place? Et comme on l'a fait avec un modèle agricole, en soutenant un modèle agricole en zéro résidu de pesticides ou sans pesticides, qui marche et qu'on voit aujourd'hui, qui est demandé, hein, on se dit qu'on doit commencer à faire la trace. On peut peut-être se rater, on va peut-être échouer, on va aller au bout, mais notre vision de demain, c'est de se dire que de toute façon, il faut qu'on soit encore plus engagé, il faut qu'on soit encore plus acteur, parce que l'urgence est là. Et je pense que voilà, on a des moyens de le faire. Maintenant, voilà, on peut se retrouver dans 5 ans ou dans 10 ans ici au même endroit pour en rediscuter et voir si c'était un bon engagement ou pas. Et moi, je pense que les entreprises qui vont le plus s'engager, en ayant bien entendu cette vision de la rentabilité économique, hein, puisqu'il faut aussi, nous on est PME, hein, si on ne s'auto-alimente pas, on ne va pas vivre. Mais malgré tout, il y a de la place et il y a des attentes. Et c'est à nous de proposer aux consommateurs quelque chose qui corresponde à ces attentes et en même temps qui soit valorisé par rapport aux résultats qu'on peut obtenir, notamment par rapport à nos engagements sur cette alimentation durable.
Alors, merci Jean-Philippe pour cette vision qui du coup rejoint complètement les convictions qu'on porte avec juste après on fait quoi. J'aurais envie de dire on pourrait presque conclure là-dessus, mais je pense que Christelle a une dernière question. Ce que je vous invite peut-être à faire, c'est avoir des réponses plus courtes si c'est possible, de manière à ce qu'on puisse prendre quelques questions derrière avant de vous libérer à 19h30. Je fais au mieux. Alors, et puis en plus, moi, j'ai une question traite parce qu'en fait, c'est une question, mais c'est une double question. La première, en fait, elle est par rapport à votre posture de dirigeant d'entreprise. Dans nos spectateurs, je sais qu'on a des dirigeants d'entreprise aussi qui nous écoutent. Donc, quel serait le conseil que vous leur donneriez s'ils avaient aussi envie de s'engager dans cette démarche de transformation, en tout cas cette démarche similaire à la vôtre? Et puis après, on a aussi beaucoup dans les spectateurs de salariés d'entreprise, de collaborateurs. Et donc, du coup, eux, quels conseils vous leur donneriez s'ils souhaitent, du coup, impulser cette même dynamique de changement à l'intérieur de leur entreprise? Alors, je ne vais pas me positionner en gourou, en donneur de leçons, mais je peux juste faire le lien de mon expérience. Très clairement, le changement, et là, je vais enfoncer que des portes ouvertes, hein, je suis désolé, mais déjà, le changement, il doit être impulsé par le dirigeant. Si le dirigeant n'y croit pas, ça ne marche pas. Et en même temps, derrière, il faut que ce soit des changements qui donnent du sens. Aujourd'hui, on parle des consommateurs engagés, mais il faut savoir que les salariés sont aussi engagés. Aujourd'hui, un salarié n'a pas le même moteur que celui qui a 30 ans. Et c'est clair que notre engagement à nous en tant qu'entrepreneurs, c'est de faire vivre l'entreprise, mais l'entreprise est vivre que par ses salariés. Il faut que tout le monde participe à l'intérêt général. Nous seuls, on ne fait rien. Donc, notre vraie mission, c'est de donner du sens à la fois à nos collaborateurs, mais en même temps à nos actionnaires. Il ne faut pas l'oublier, hein, quelque part. Il faut aussi financer tout ça. Donc, la difficulté, c'est d'avoir de la cohésion par rapport à tout ça. Et donc, quand on travaille un projet, il faut vraiment être à l'écoute du marché, être à l'écoute des équipes, être à l'écoute de l'entreprise et trouver les bons facteurs clés de succès. Et que ce soit des facteurs clés de succès qui correspondent honnêtement à ses propres convictions. Le dirigeant est le porteur. Hein. En tout cas, dans une PME, le dirigeant est le porteur. C'est pas lui qui fait, c'est pas lui qui réalise. Hein. Je veux dire, il faut pas se tromper. Si ça réussit, c'est pas grâce à nous. Si c'est un échec, c'est à cause de nous. Donc ça, faut l'admettre et c'est normal. Par contre, on doit être le porteur du projet et on doit savoir construire des projets qui donnent envie à tout le monde et en même temps qui soient créateurs et générateurs de résultats. Et quand on est salarié, aujourd'hui, je vous dis, la difficulté d'entreprise comme la nôtre, c'est de trouver justement des salariés qui apprécient de travailler dans ce type d'entreprise. Chacun des salariés, quelque part, est un peu l'entrepreneur de son domaine d'activité. Et quelquefois, on est en PME, donc il faut aussi accepter qu'on n'a pas la même carrière que dans des grands groupes, on n'a pas obligatoirement la même rémunération, les mêmes avantages, les mêmes évolutions de carrière. Ceci dit, je veux dire, les gens chez nous ne sont pas ni mal rémunérés, ni n'ont pas d'opportunités, mais on n'a pas les mêmes moteurs du tout lorsqu'on vient travailler le matin. Et l'objectif, c'est quand même de se dire, pour chacun d'entre nous et des salariés d'entreprise, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de venir le matin? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que, même si je réagis, des fois, il se passe des choses dans l'entreprise où les gens réagissent, mais ça veut dire qu'ils se sentent concernés, et ça, c'est important. Donc, c'est pas pour ça que tous les jours, ça va bien et que c'est toujours génial et que j'ai la banane à chaque fois que je sors tous les jours. Il y a des moments où c'est difficile. Mais en même temps, quand j'y vais, je suis content d'y aller, et quand il y a des problèmes, eh ben, on sait qu'on ne sera pas seul et qu'on va les travailler ensemble, essayer de les résoudre ensemble. Après, comme je vous dis, c'est vraiment des bisounours et ça ne convient pas à tout le monde. Mais en tout cas, c'est un modèle, c'est une expérience, c'est un type d'entreprise. Alors, Jean-Philippe, on va essayer de se faire le challenge de prendre 3-4 questions en moins de 5 minutes. On en a plus que ça, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde. Je suis désolée, je pense qu'il y en a qui ont eu des réponses au fur et à mesure de l'heure aussi. Il y a une question, puisqu'on est sur le mode hiérarchique, je pense que voilà, c'est juste en passer de 5 niveaux hiérarchiques à 2, c'est pas rien. Comment vous avez géré les responsables qui n'avaient plus de responsabilité hiérarchique? Vous avez dit qu'il y avait eu des changements dans le CODIR et que ça n'avait été pas forcément facile. Est-ce que, voilà, en très court, vous pouvez nous dire un peu comment vous avez géré ça? Alors, les changements hiérarchiques ont eu une incidence vraiment sur l'encadrement intermédiaire. C'est là où c'est le plus compliqué. On a essayé, dans tous les cas, de faire sans le départ de salariés. Il n'y a pas eu de plan social, il y a eu des reconversions. C'est-à-dire
on a essayé de trouver des solutions. Je prends des exemples. Il y a un chef d'équipe qui est devenu ordonnanceur. Il y a un autre chef d'équipe qui a pris en responsabilité la logistique. On a dans la maintenance, pareil, replacer des gens sur les travaux neufs, sur l'amélioration continue. Donc, on a cherché à redonner une transversalité sur les fonctions. C'est-à-dire qu'on a essayé de répondre à des besoins en d'abord capitalisant sur les compétences internes et en faisant en sorte de former les gens. Et là aussi, ça ne s'est pas passé non plus toujours parfaitement. Il y a des cas concrets qui ont très bien réussi, puis il y en a d'autres qui ont quitté l'entreprise parce qu'ils ne s'y sont pas retrouvés. Mais il y a eu cette nécessité de gérer le changement avec les compétences. Merci. Autre question de Sébastien. Est-ce que vous avez aussi des actions de régénération de la biodiversité? Alors, aujourd'hui, nous, dans notre pilotage avec le monde agricole, on est, on va dire, promoteur d'un modèle, on accompagne, mais on ne met pas obligatoirement en place nous-mêmes des actions. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ce qu'ils font. Je prends l'exemple sur la Camargue et sur la culture du bio et l'étude qu'on a mandatée. Ce qu'on a cherché dans l'étude, c'était de dire comment on peut améliorer encore le processus de production pour qu'il soit encore plus améliorant, on va dire, de la protection et de la biodiversité, mais en même temps qu'il apporte plus de rendement aux agriculteurs. Donc, toutes les actions qu'on met en place aujourd'hui sont le fruit de ces études et des résultats des essais faits par les agriculteurs. Si on prend un exemple concret, aujourd'hui en Camargue, on a vu qu'il y avait une disparition des abeilles à cause des antécédents, mais en même temps d'une déperdition de l'habitat naturel des abeilles sauvages. Et donc, on a remis en place des essences, des types d'espèces d'arbres et des haies sur les talus des rizières pour justement favoriser la présence d'abeilles. On a mis aussi, par exemple, on a fait des études pour montrer le travail au niveau des flux hydriques pour voir comment on pouvait préserver, lorsqu'on vidait les étangs, préserver les batraciens et les mollusques qui étaient dans ces étangs-là. Donc, il y a des pratiques qui ont été favorisées et développées pour justement préserver la faune et la flore, mais on n'a pas mis en place des champs mellifères, par exemple, ça, c'est pas ce qu'on a fait. On a simplement travaillé à trouver à la fois des aménagements qui profitent à l'agriculteur et qui profitent à la biodiversité. Ça marche. Alors ensuite, on a parlé de la filière globalement et peut-être une dernière question de Clément, si on revient du coup à cette notion de filière agricole, qui demande quel conseil donneriez-vous aux producteurs de blé français? Alors, moi, je vais parler des producteurs de blé dur, parce que nous, on parle de blé dur. Pour voir la différence entre le blé dur et le blé tendre, c'est pour faire la farine et les produits de pâtissier. Le blé dur, c'est pour faire les pâtes. Il produit en France 34 millions de tonnes de blé tendre et c'est la production globale mondiale du blé dur, 34 millions. Moi, le conseil que je donnerais, c'est de profiter justement d'un changement de mode de consommation avec une consommation beaucoup plus bio et responsable pour que l'agriculteur en profite pour redonner de la valeur à son travail. Et ça, ce n'est pas que l'agriculteur, c'est aussi la chaîne d'approvisionnement et notamment les coopératives et les organismes stockeurs. On a cette chance de pouvoir faire travailler l'agriculteur dans un autre modèle. Et on voit que l'agriculteur français souffre. Il faut absolument redonner de la valeur à la production française. Et ça, ce qui est important, c'est qu'on ait une vraie prise de conscience de la valeur des choses. Moi, je prends un exemple rapide. Sur les pâtes, un produit issu d'une agriculture bio sans pesticides français, ça coûte 4 € de plus du kilo qu'un produit standard italien. 4 € de plus, on mange 8 kilos de pâtes par an, ça coûte 32 € par personne. Donc, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à mettre, est-ce que le consommateur est prêt à mettre 32 € de plus par an et par personne pour soutenir ce modèle agricole? Donc, pour sauver l'agriculture française, il faut aussi que le consommateur et l'ensemble des acteurs de la chaîne de production dont nous faisons partie acceptent de financer aussi cette évolution du modèle agricole. Donc, l'agriculteur même ne pourra rien faire, si ce n'est d'accepter de changer son modèle de production. Et ça rejoint du coup une question de Bastien, sur laquelle vous venez de répondre en disant quels sont les freins qui éloignent le consommateur d'une alimentation durable. Donc, du coup, le prix ou l'investissement, le budget qu'on est prêt à y mettre peut être un des freins que vous rencontrez.
Peut-être pour terminer, Très clairement. 19h30, je voudrais finir avec un remerciement de Cécile qui vous remercie pour vos propos qui sont clairs et inspirants, un modèle et une posture de dirigeante d'entreprise à promouvoir. Donc, merci pour ce temps passé avec vous, Jean-Philippe, et à mieux découvrir le modèle d'Alpina Savoie. On va vous libérer parce qu'on sait que vous devez partir rapidement. Donc, C'est merci gentil. pour ça. Et du coup, Et merci. je vous laisse finir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir. Un grand merci, Jean-Philippe. Je dois dire que cette interview m'a donné faim, mais heureusement, dans mes placards, j'ai ce qu'il faut pour me régaler. J'en doutais pas, c'est Je ferai un important. retour. Merci beaucoup, Christelle. À bientôt, À Jean-Philippe. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. J'en profite à tous ceux qui sont encore présents et vous êtes encore nombreux à vous remercier chaleureusement pour avoir pris ce temps avec nous. On espère que ça vous a plu. On fait un petit sondage de fin pour savoir vos impressions et quel est le niveau d'inspiration de ce live. Donc, on vous invite évidemment à répondre. Et j'en profite du coup pour vous parler du prochain live. Le prochain live, ce sera du coup jeudi 3 décembre, puisqu'on est sur une dynamique mensuelle tous les premiers jeudis du mois. Cette fois-ci, ce sera sur le temps du déjeuner, donc à 12h30. Et en fait, on retrouve une marque qu'on a déjà reçue, qui est la marque Lait de Vache. On les avait reçus dans le cadre de leur démarche Bicorp. Donc, c'était vraiment axé sur leur retour d'expérience de la mise en place du label Bicorp. Et quand on avait discuté avec eux, on s'était rendu compte que en fait, cette marque Lait de Vache qui appartient au groupe Danone, eh bien, elle a vocation à être un peu fer de lance de modèles de transformation, d'expérimentation, de nouvelles choses au sein de ce groupe agroalimentaire, là aussi, mais d'une taille un petit peu différente d'Alpina Savoie. Donc, on sera ravis de recevoir de nouveau Jade et Éléonore pour pouvoir creuser un peu plus comment les deux vaches sont un outil au service de la transformation de Danone. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Christelle pour ce temps. Merci à toi, Audrey. Bonne soirée à tous.